Juste avant l'épisode, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre les vendredis et que ce soit sur les plateformes d'écoute ou également sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, si vous pouvez prendre quelques secondes là, maintenant, tout de suite, pour vous abonner ou liker ou même activer la petite cloche, ce serait vraiment très sympa. Et puis, ça nous permettrait de faire grandir cette communauté et puis également de permettre d'inviter ces personnalités exceptionnelles. Merci. Et maintenant, place à l'épisode. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon cas, ça s'appelle un enfant martyr et ça peut prendre soit un chemin à droite qui est délinquance carrément, ou sinon résilience. Quand on a des blessures ou des moments très très durs, et ben grâce à cette résilience, c'est ça le drive. C'est la résilience qui t'amène quelque part où tu veux être. Je voulais exister, je voulais être juste, si possible, vivante et surtout heureuse. Pourquoi j'ai besoin d'être aimée? Parce que je n'étais pas aimée longtemps. Je n'étais pas aimée par un de mes parents. Et quand on est enfant, c'est la seule chose, je pense, qui peut te blesser profondément. Et c'est pas conscient quand on cherche l'amour, c'est inconscient. Et l'amour me fait du bien. Dans le monde de la beauté, il y a une place pour la chance, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc on ne peut pas travailler. Si toi tu veux être un bon entrepreneur, tu peux devenir, mais devenir plus belle, c'est compliqué. Soit on l'a, soit on n'a pas, soit ça plaît, soit ça plaît pas, soit on arrive à l'exploiter ou pas. Je me suis dit, je vais essayer de toutes mes forces et on verra ce que ça donne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Comment une étudiante en médecine tchèque est-elle devenue une top modèle à renommée internationale? C'est ce que je vous propose de découvrir sur Pause cette semaine avec mon invité d'aujourd'hui. Icône des années 90, elle a marqué toute une génération, a capté l'attention des plus grandes marques de mode du monde, grande mannequin donc, mais aussi animatrice adorée des Français et ambassadrice de la Croix-Rouge depuis 25 ans. Elle a su passer avec brio des podiums à l'écran en se servant de sa célébrité pour mettre en avant des causes qui lui tiennent à cœur. Aujourd'hui, elle remonte le temps avec nous et nous dévoile les dessous de son parcours hors norme. Bonjour Adriana Carambeu. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Je dis top modèle à l'international, animatrice connue et reconnue, ambassadrice de longue date de la Croix-Rouge. Comment t'aimes qu'on te définisse, toi? Je sais pas. Franchement, parce que même je voyage énormément et à l'aéroport, ils te donnent des petites fiches, il faut en remplir. Profession. Ouais. Pendant longtemps, tu mettais mannequin, pendant longtemps. Oui, Non, je mettais ça. Maintenant, c'est bizarre. Mannequin, ça fait... Qu'est-ce que je mets? Mannequin vieillissant. Ouais, c'est ça, c'est que ça tu dis. C'est très étrange. J'ai du mal avec ça, oui. Il y a un rôle ou un titre que t'aimes comme par-dessus tout, c'est celui de maman. Et on va commencer par là, puisque c'est ce que tu définis toi-même, l'amour de ta vie. Alors, il ne faut pas que tes amoureux le prennent mal, hein, mais l'amour de ta vie, c'est ta fille, Nina. Tu l'as eu en 2018. C'est un processus qui a été long avant d'avoir Nina. Tu fais partie, c'est aussi ça et tu le sais, sur Pause qu'on en met en avant, c'est parfois il y a des chemins de traverse. Ce chemin a été douloureux aussi, difficile pour arriver à avoir cette jeune fille, parce que tu as pris des années à prendre ces décisions-là. Et puis, il y a beaucoup de femmes, chaque année, je veux juste le rappeler, il y a 120 000 personnes qui ont besoin d'une assistance à la procréation en France. Donc, c'est beaucoup de personnes qui doivent passer par là. Et moi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, que tu écris dans ton livre Libre, c'est le principe de faire un enfant. Et toi, tu le dis comme ça, et en fait, j'avais vraiment jamais vu comme ça. Tu dis, il a fallu vraiment que je fasse un enfant. Donc, raconte-nous un peu cette... Oui, parce que je me suis, pour des raisons personnelles, que je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus. Pourquoi je me suis réveillée si tard? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'avais une histoire compliquée avec mon papa ou pas? Parce que c'est une forme de spéculation que je suis en train de faire. Je ne sais pas. Ça peut être parce que j'ai senti parfois que, puisque j'ai mal vécu cette relation, peut-être que je pourrais éventuellement devenir une mauvaise mère. C'était une question qui se posait. Ou parce que
j'ai aimé être dans une relation amoureuse et que ça. Exclusif, tu veux dire? Oui, où j'avais peur d'abandon quelque part, parce qu'avec un arrivée d'un enfant, on peut se dire, quelqu'un va nous laisser tomber. I don't know. C'est très bizarre. Mais en tout cas, je n'étais pas prête. Donc, ce moment où j'étais prête est venu très tard. Et quand il vient trop tard, il faut faire un enfant. Oui, mais il faut faire parce qu'il faut justement être aidé. Il y a un processus, il faut être aidé. Oui. Alors, et en plus, dans ce processus, ça a été compliqué parce que tu as eu aussi 2 fausses couches, tu as fait des FIV, donc c'était pas tout de suite. C'est ça aussi que c'était pas tout de suite, mais je me suis dur. attendue à ça parce que je commençais vraiment très très tard. Et il faut dire aussi qu'il y a des femmes qui ont subi des choses par rapport à une conception qui sont beaucoup, beaucoup plus douloureuses que la mienne. Moi, ça fait partie. Quand on veut faire un enfant à mon âge, on s'attend à ça. Mais ça veut dire ma souffrance, elle était attendue. Mais il y a des femmes qui ont 30 ans ou 35 ans ou 25 ans. Et c'est un processus terrible où elles passent par 15-18 fausses couches. Donc, je ne veux pas me comparer à ça non plus. Mais ça reste un... Oui, c'est difficile. C'est difficile. Et puis surtout, tu ne sais pas. C'est pas une fleuve tranquille. C'est vrai que... Chaque mois, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Tu te poses la question, est-ce que tu as tes règles, pas tes règles? Solide. C'est tous les mois, à nouveau, potentiellement un... C'est des hauts et des bas. C'est la montagne russe. Tout le temps. Et toi, c'est vrai que tu disais, tu ne sais pas vraiment, parce que tu as eu une enfance qui a été compliquée sur certains aspects, d'autres très joyeux, mais je crois que c'est aussi les enfances de beaucoup d'entre nous, de ne pas avoir un long fleuve tranquille. La différence, c'est que toi, tu l'as écrit. Tu as décidé un moment dans ton existence d'en parler, et dans les écrits, il y a quelque chose que j'aimais bien. Tu parlais du couple, et c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens, le couple. Tu n'es plus aujourd'hui avec le papa de Nina, tu t'entends très bien avec lui, mais tu dis une chose que j'ai bien aimée. Moi, je l'ai vu, j'ai mes parents qui ont divorcé quand j'avais 3 ans. Et très souvent, j'ai dit à mes parents, merci d'avoir divorcé. Et tu dis la chose suivante, tu dis, et je te lis, tu dis aussi que les couples qui restent ensemble seulement pour leur enfant, enfin, ça dure jamais en fait. C'est qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, ça va se terminer. Donc moi, j'ai vu, et je disais à mes parents, merci d'être séparés, parce que je pense que j'ai eu certainement plus d'amour de cette manière-là que de voir des parents qui se déchiraient. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Là. Oui, et aussi, je me suis dit que moi, j'aurais pu prendre sur moi. Donc, tu aurais pu rester plus longtemps. Si jamais j'avais envie de défendre cette idée de rester en couple pour un enfant, j'aurais pu prendre sur moi. Mais je pense que c'est ma fille qui ne mérite pas une maman qui n'est pas heureuse, ni papa qui n'est pas heureux. Je pense pas que c'est juste. Et je me dois, je lui dois ça. Parce que moi, j'ai vécu aussi ma mère qui a resté 30 ans en couple et c'était l'enfer. On a tous payé. Elle, mon père, et ma sœur et moi. Et j'avais pas envie. Oui. Donc... mais est-ce que ta maman ta maman peut-être pas elle la possibilité, elle avait ton papa. C'était une autre époque. Une autre époque aussi. C'était une autre époque. Divorcer c'était compliqué. Elle était indépendante, il est vrai. Mais c'est une autre époque dans l'époque où on divorçait pas. Ouais. C'était tellement mal vu. Ouais. Elle regrette évidemment parce qu'elle a perdu 30 ans. Même si je lui parle encore aujourd'hui, elle va pleurer au téléphone. Ouais. Elle m'a dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et donc là, on est sur des moments difficiles de famille, puisqu'on se retrouve dans ton enfance. Là, on parlait de Nina, qui, elle, tu lui donnes tout l'amour et justement, tu l'enveloppes d'amour. Toi, c'est malheureusement pas ce que tu as eu, pas du tout ton père. Tu l'écris, encore une fois, c'est toi qui as décidé d'en parler, et je te remercie d'en parler parce que ça arrive malheureusement trop souvent. Malheureusement, les gens n'en parlent pas, peu. Et donc, les gens ne savent pas comment faire, ou en parler, pas en parler, à quel moment on en parle, à quel moment on pense que c'est normal. Et une partie de ce que tu as vécu, comment tu en parles, c'est souvent malheureusement ce qui arrive à pas mal de gens. Toi, ça arrive assez tôt dans ta jeunesse, puisque ton papa devient violent. Et là, c'est physiquement et psychologiquement. À l'arrivée, c'est ce que tu expliques, à l'arrivée de ta petite sœur qui a 6 ans, 7 ans de moins que toi, c'est ça? 6 ans, oui. 6 ans de moins que toi. Et donc là, ce moment-là, il n'a jamais été violent avant, ton papa. C'est vraiment
quand ta petite sœur est arrivée ou déjà tu sens il y avait quand même Non, il n'y avait pas du tout avant. C'est très étrange. Oh, j'ai tellement fait des allers-retours pour savoir et pour comprendre. Peut-être que dans la vie, on ne peut pas tout comprendre, je me suis dit. Parce que même lui, je ne sais pas s'il se rend... Est-ce qu'il se rend compte? Je ne sais pas. Mais c'était sûrement un déclencheur. Probablement que quand j'étais née, il n'était peut-être pas prêt, il avait 23 ans. Et que peut-être avec ma sœur, il était un peu plus mature. Dans la vie, il y a des choses comme ça, comme par exemple, même en couple, on peut accepter ou faire des choses avec une personne et avec l'autre, on ne se permettrait pas. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai eu ici des gens que j'aime beaucoup qui m'ont partagé des systèmes de vie ou des moments qu'ils ont vécu douloureux. Récemment, j'ai eu Céline Gréco qui est aujourd'hui c'est marrant, tu vas beaucoup l'aimer parce que c'est un médecin aujourd'hui, elle est responsable à l'hôpital Necker Enfants Malades et son papa a commencé à être violent avec elle dès qu'elle a eu 4 ans. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous conseille ce podcast qui est exceptionnel. Elle en a écrit un livre aussi qui a été un vrai succès. Et elle explique certaines modalités de pensée. Et en particulier, toi, ce que tu as vécu aussi, c'était ce moment où elle, à un moment ou à un autre, elle attendait avec tellement de stress, ce moment où elle allait se prendre une volée ou la ceinture, que quand ça arrivait, elle en était quasiment soulagée. Oui, c'est ce que je dis. Et toi, ce que tu dis. C'est ce que je dis. C'est ce qui est totalement incroyable de pouvoir imaginer ça, c'est que tu savais que ça allait arriver. Mais tu sais pourquoi? Parce que la douleur physique est moindre que cette terreur émotionnelle ou psychologique. C'est fou ça, parce que c'était vraiment ça. J'attendais que ça explose, et après, je savais que... Tu relâchais pendant 24 heures. Pour un petit moment, oui. Non, mais c'est dingue. C'est triste en même temps, mais c'est tellement incroyable. Enfin, on peut pas imaginer ça. On peut pas imaginer ça. Et tu le dis, tu l'écris, une espèce de sac dans lequel on tape quand on est mauvaise humeur et qu'on a juste envie de torturer gratuitement un être humain. Voilà ce que tu écris quand même sur ce moment-là. Tu me disais tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il s'en rendait compte? Et à quel moment tu lui as dit, tu le vois moins, tu le vois plus, je crois mais tu l'as quand même invité, et c'est quand même incroyable. Et j'ai eu cette question-là avec Céline, ou avec Mohamed Bouafsi, que tu connais peut-être, ce journaliste génial, qui lui aussi se faisait violenter par son papa et sa maman également. Et à un moment ou à un autre, en fait, l'un et l'autre, ils auraient été prêts à pardonner. Juste pour un « je t'aime », juste parce que j'ai déconné. Toi, quand il vient à ton mariage, ton second mariage, tu l'invites, il t'aurait dit je te demande pardon, tu l'aurais pardonné? Ouais, je pense que oui. Il m'a pas demandé. T'aurais aimé qu'il te demande? Oh, maintenant c'est pas grave, c'est fini, mais j'aurais aimé, oui. Parce que c'est ce que je dis dans le livre. Il aurait pu dire je savais pas faire. J'ai déconné. J'étais tellement pas bien dans ma peau. Je comprenais pas la vie. J'étais pas à ma place. Tu vois, je te fais tout tu donneras que t'aurais aimé avoir. Putain, pardon. Mais il l'a pas fait, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'il y a une recherche absolue de... C'est ce qui a fait certainement d'une certaine manière qui tu es devenu. Et... Mais je peux... Pardonner, c'est compliqué, mais je peux... Comprendre, tu veux dire, c'est ça? Non. C'est incompréhensible. Je peux oublier. Je peux mettre de côté. C'est fini. C'est-à-dire que tu pourrais dire, on met le passé de côté et on recommence, on construit sur l'avenir. C'est de la résilience. Oui, mais je te promets que c'est impossible avec cette personne-là. C'est ça le problème. Et ton sujet de ta maman qui t'a pas assez protégée, tu la mets souvent en avant parce que tu as fait la même université que toi, tu t'as marché dans ses pas jusqu'à un certain moment. Parce qu'elle était abîmée par lui aussi. T'es sous son emprise. Beaucoup plus faible. Et justement là, j'avais pas envie d'être faible, moi. Comme ma maman a été. Elle était faible. Elle s'est pliée. Elle n'en avait pas besoin, elle avait tout pour elle, d'ailleurs. Mais elle a fait... franchement,
Je ferais pas la même chose. Jamais, mais alors jamais. Et comme j'ai eu ma fille, comme j'ai eu Nina, c'est là où je me suis rendu compte, non, on peut pas. C'est impossible. Et je me suis mis, évidemment, comme ma fille est née, dans le basket de mon père. Et c'est là où c'est devenu encore plus bouleversant. Et là, je me suis dit, ah non, franchement, non. Je peux pas pardonner ça. C'est impardonnable. Non, voilà. Là, c'est des personnes de ta famille. Malheureusement, on ne choisit pas toujours sa famille, mais il y avait d'autres personnes dans ta famille que tu n'as pas choisies, mais qui t'ont fait tellement de bien. On parle de Starka et de Starky, puisque c'est comme ça que dans ton pays, d'origine, tu les appelles, c'est tes grands-parents, ta grand-mère et ton grand-père. C'était cette havre de paix. Ils n'ont pas vraiment vu ça. Ils s'en doutaient peut-être, ce que tu écris sur ta grand-mère, qui peut-être imaginait que ça ne se passait pas aussi bien que ça, mais qui te donnait de l'amour et qui t'ont donné... Je pense qu'elle s'en doutait, mais moi, je ne l'ai pas raconté parce que je ne voulais pas le mettre dans l'histoire. Et mon père, on avait tous peur de lui. Ouais. Donc, pourquoi je le mettrais dedans? Mais je pense qu'elle sentait un truc et ce déchirement qu'on avait parce que j'étais obligée de la quitter. J'avais 3 ans, elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 3 ans et après c'était compliqué. Et à chaque fois on s'est quitté parce que je le voyais quand même tous les week-ends ou tous les 2. Elle m'a dit au revoir ou à bientôt, mais j'ai lu dans ses yeux qu'elle c'est comme si elle me disait courage. Je ne sais pas quoi faire. Je pense franchement, je sens qu'elle savait un peu. Elle te dit toujours une phrase. Tu te souviens de la phrase qu'elle te disait toujours? Ma grand-mère? Ouais. Sois une bonne personne. Ouais. C'est ça. Hein. Et c'était son leitmotiv pour toi? Ah, c'était, chérie, peu importe ce que tu fais dans la vie, sois juste une bonne personne. C'est pas bon, ça? J'ai envie de pleurer. Arrête. Non, parce que ça résume tout. Ça résume tout. Et franchement, même, j'ai 53 ans, et quand je rencontre des gens j'ai un radar pour ça. Et que je rencontre les gens qui ont cette bonté en eux, ça fait du bien. Tu te trompes de temps en temps quand même? Ah oui. Ouais. Moi? T'apprends? Non, si je la rencontre, je les capte et ça fait du bien parce que c'est lié avec la gentillesse, la bonté. Mais en France, quelqu'un qui est gentil, c'est un peu rédhibitoire, je sais pas pourquoi. Parce que tu es trop gentil, trop con. C'est de l'expression qui existe en France. Et toi, tu penses justement être cette... Mais je le prends autrement. Moi, gentil, c'est vraiment une qualité... au-dessus de tout. Ouais. Et toi, tu penses justement être devenue cette bonne personne? Ah, moi, j'ai toujours essayé. Ouais. Après, c'est pas facile, hein? Parce que, malheureusement... C'est comme ça, la vie est comme ça, on ne peut pas être tout le temps innocent. Et, je ne sais pas, sur le chemin, on blesse les gens. Volontairement ou pas, mais ça arrive. On n'est pas des enfants, on n'est pas innocents. Mais je pense qu'il faut toujours avoir cette conscience. Et, je ne sais pas. C'est ligne directrice. Moi, c'est ma ligne directrice. Je vais être une bonne personne. Déjà pour moi-même, mais pour les autres. Toi qui es passé dans ces années très dures d'enfants maltraités, quel est ton conseil en fait? Conseil pour les gens qui nous écoutent, soit qui sont passés par là, qui n'en ont pas parlé, ce qui arrive quand même souvent. Encore une fois, tout le monde doit choisir sa propre voie, mais toi qui as vécu ça, qui a attendu des années avant d'en parler, qu'est-ce que tu conseillerais? Soit aux jeunes qui vivent ça, soit plus âgés qui hésitent à en parler. Libérer la parole. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que d'en parler, c'est bien. C'est bien de faire sortir des choses. Soit on parle à nos amis, mais de le mettre en papier, c'est encore mieux. C'est quelque part, j'ai écrit ce livre pour ma fille, mais c'est aussi quelque part comme si j'ai écrit une lettre pour mon père. Une fois c'est sorti, et c'est là, on se sépare. On se sépare de ce fait. Ce que je vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes, depuis que j'ai écrit le livre, beaucoup de personnes viennent me voir et ils me disent moi aussi j'aimerais bien me débarrasser, ça me pèse. Et c'est des personnes qui sont plus âgées que moi. Et c'est affreux. Parce que de traîner des valises des autres derrière nous, c'est lourd. Nous ne sommes même pas responsables. Ça veut dire non seulement on les traîne, non seulement on a ce malheur de le vivre. Et en plus, tu dois les traîner.
je dois les traîner et de ne pas me débarrasser, c'est que non. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment le seul conseil, c'est ne regardez plus en arrière. En arrière, ça se dit, oui. Ouais. Laissez le truc et vivez votre vie parce qu'on n'a qu'une. On ne va pas se réveiller à 80 ans et de se dire, merde, j'aurais dû. Mais c'est quand même partager, le dire quand même, en parler. Ou toi, tu dis... En parler, oui. Ouais, c'est pas l'enfant. Moi, j'étais un enfant, je ne pouvais parler à personne. À l'époque, ça ne se faisait pas. Ouais. Donc, aujourd'hui, il faut dire les choses. Et aujourd'hui encore, enfants, malheureusement, beaucoup trop souvent, les gens ne partagent pas ça. Déjà, c'est un premier step. Et après, c'est que faut vivre votre vie parce qu'elle est là et il n'y a pas une deuxième qui nous attend. Tu parlais de ces valises-là. En fait, toi, quelles ont été les conséquences, maintenant que tu as passé quelques années depuis ces événements extrêmement douloureux, quel a été l'impact? Parce que moi, je le vois, ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse ont un impact considérable sur qui je suis aujourd'hui. Toi aussi. Toi, quand tu arrives à voir ça, tu te dis, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Mais j'aurais tout fait différemment. Parce que j'étais habitée par la peur. La peur d'exister, la peur de vivre, la peur de faire des choses, la peur de tout. Parce que il m'a tuée. Donc, de se refaire. Maintenant, je vois ma fille, par exemple. Je vois comment elle évolue. Ma fille, mais je la kiffe. C'est une idole pour moi parce qu'elle a une paire. Ouais. Elle a un courage qui est naturel. Que tu ne pouvais pas avoir. Mais tu pouvais pas. Et là, je me rends compte à quel point c'est un cadeau. Oui, mais le cadeau, il vient d'où? Et ça, c'est important pour les parents. C'est que toi, matin, midi et soir, tu dis à Nina qu'elle est belle, qu'elle est forte, et tu n'as jamais eu ça. Tu as eu l'inverse. Tu as eu ta mère qui disait rien et ton père qui a dit que tu étais rien. Reconstruire. Et si on arrive à se reconstruire complètement. Donc toi, tu as vécu totalement tout le temps avec un besoin de quelqu'un qui te dise ce que ton papa ne t'a malheureusement jamais dit. Mais si on continue ça par rapport à Nina, ça m'amuse parce que c'est ce moment-là où toi, tu vas te retrouver, tu me parlais de Prague, c'est là où... C'est ce moment-là que tu es dans ce train. À l'époque, hein, c'est 12 heures pour aller de là où tu habites à un cauchemar, hein, absolu. Et je crois que ce train était vraiment cauchemardesque. C'est horrible. Mais c'est la liberté que tu as trouvée. C'est la liberté. C'est ce que tu dis d'ailleurs. Oui, et pour une fois, parce que pour une fois, je laisse mon père derrière. Je vais habiter dans une petite chambre avec 5 filles à côté de moi. Et je veux faire ce que je veux faire et ce que je dois faire. Ça veut dire que je veux faire mes études de médecine qui sont très, très dures. Et là, en fait, je me suis dit, allez, je peux respirer, Est-ce que je peux voir ce qu'il y a en moi, moi-même, avant que tu me dises qu'il n'y a rien? Est-ce que je peux voir moi-même? Et donc, c'était une renaissance, ma première renaissance. Parce que je me suis dit, waouh, je peux quand même exister. Tu le savais, parce que quand tu es dans ce train-là, tu te dis quand même, yes. Mais à ce moment-là, ton objectif, c'est ça. C'est difficile. Toute étude de médecine est difficile, compliquée. C'est vraiment pas facile. Il faut travailler énormément. Oui, parce que là-bas, le système, c'est vraiment sévère. C'est quand même dans pas mal de pays, c'est quand même compliqué. Mais c'est vrai que toi, tu arrives là, tu dois faire tes preuves. C'est ça que tu veux être à ce moment-là. C'est ça, tu as envie d'être médecin? J'ai envie d'être médecin parce que ma mère était médecin. T'es médecin, bien sûr. J'ai regardé ses livres toute mon enfance. Ma mère, c'était mon modèle. J'ai traîné dans ses jupes toute mon enfance et elle m'a raconté plein d'histoires de ses études. J'ai tellement... je me suis fait des films hallucinants et c'est pour ça que je voulais y aller à son université. C'est Charles de Prague. Oui, mais je ne sais pas, c'est là de ma proximité de où j'habite, parce qu'il y avait. Hein. Non, je voulais l'autre. Je voulais tellement l'autre. Et là, tu rencontres des professeurs qui te disent « Mais t'es le portrait craché de ta maman, alors que t'as pas le même nom. » Donc, il y a des examens que ma maman a passés, j'étais dans son ventre. C'est de la folie. C'est un truc assez spécial, quand même. Tu fais ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux juste imaginer sortir de la République tchèque? Parce que ça s'appelle la République tchèque à l'époque, ça a changé depuis. Non, c'était Tchécoslovaquie à l'époque. Tchécoslovaquie, t'as raison. T'as raison. Tchécoslovaquie, donc les deux, hein, parce que c'est République tchèque et Slovaquie. Toi, quand t'es là et quand t'es en Tchécoslovaquie, t'as cette idée d'aller ailleurs? Mais non. Mais pas du tout. Et deuxième question par rapport à ça, raconte-nous un peu, parce que je pense qu'on peut pas tellement se rendre compte ce qu'était la vie sous le joug communiste à l'époque. C'est un univers, c'est un monde qui est fermé. Mais on ne sait pas. Ouais. Donc, moi, j'étais enfant.
Donc on ne se rend pas compte. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs que chez nous. C'est le bloc communiste, je parle. Ça veut dire la Russie et les pays de l'Est. On ne sait pas. On pense juste, on a juste une information que tout ce qui est derrière la barrière, c'est affreux. Et ce que tu disais d'ailleurs, c'est que quand tu regardes les bouquins d'histoire, les gens meurent dans la rue, sont assassinés, sont donc terrible, en fait, c'est le voilà. Et nous, on est très heureux. En tout cas, quand j'étais enfant, je me suis dit ouf, mais quelle chance qu'on peut vivre dans ce système-là et que tout va bien. Voilà. Et après, on peut pas comparer, on peut pas se faire notre propre lecture de cette histoire parce qu'on n'a pas des données. On n'a pas d'informations. C'est très difficile, c'est pour ça que ça m'intéresse que tu nous partages, parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où quoi qu'il se passe dans la seconde, on sait ce qu'il en est sur 250 plateformes différentes, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune plateforme, à part une, qui est la plateforme de l'État. Et tout ce que tu as à ce moment-là, que ce soit le journal, la télévision et même les cours, sont évidemment, et d'ailleurs dans tous les pays du monde, dictatoriaux, ça se passe comme ça. Troisième année, il se passe quelque chose, et là, moi je crois beaucoup dans les rencontres. Toi, ça t'est arrivé un certain nombre de fois, ces rencontres, ces moments où tu as rencontré quelqu'un, quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va faire que ta vie va... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, il y a ce moment-là où toi, tu es en train d'essayer une tenue. Je crois que c'était pour aller à la piscine. Oui, non, c'est un maillot de bain que j'ai toujours d'ailleurs. Oh, si. C'est génial, ça. Non, parce que c'est un souvenir de fou. Et c'est un maillot de bain en rayures. Il est très beau d'ailleurs. Et il a fallu que j'achète un maillot de bain. C'est une histoire, c'est une affaire d'État car j'ai pas d'argent. Donc déjà pour que j'ai l'argent pour manger, mes maillots de bain, c'était cher. Et il m'a fallu pour passer le brevet de sécurisme. Pour à la médecine, on est obligé. Donc, c'est des gestes qui sauvent. Évidemment. Incroyable, parce que j'ai retrouvé la même passion avec la Croix-Rouge plus tard. Mais, donc j'ai besoin d'un maillot de bain pour passer cette épreuve-là. Je l'achète, je suis en train de l'acheter et c'est comme ça que je me suis fait découverte. C'est un scout, c'est un chercheur. Tu peux expliquer le monde du scout en fait? Scout, c'est un chercheur de talons ou de tête. D'accord. Chercheur de tête, parce que ce qui est drôle, c'est que dans la mode, chez vous, parce que chez nous, il n'y avait pas, comme le bloc de Pays de l'Est a explosé, c'est les nouveaux visages qu'on voit. Ouais. On n'a jamais vu les têtes de Pays de l'Est. La beauté des femmes de Pays de l'Est, c'est une autre beauté. Bien sûr. Donc évidemment, ils étaient là tout de suite. Donc, après parce que là, on arrive juste après bien sûr. Ils ont cherché des jolies filles, évidemment, à ce moment-là. Il est là. Et toi, quand il arrive, te dit ça, Il me dit, je ne parle pas anglais ni français, donc il m'explique et il me montre avec ses mains, tiens, viens. Et comme le casting était à côté, j'ai vu la queue des filles qu'ils attendaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce magasin-là, sérieusement? I don't know. C'est destin quand même. C'est quand même dingue. Mais c'est complètement dingue. Donc, tu le suis quand même? Alors tu parles pas... Non, c'est le jour. Hein, ouais, c'est le jour, d'accord. Ouais, voilà, il était insistant. Et comme c'était à côté, il me montre qu'il y a des filles qui attendent. Il me dit, viens. Je suis allée, bon, c'était le jour. Hein. Oh, c'est dingue. Et il me met devant parce que je voulais pas attendre. Ah, tu voulais pas attendre? Bah non. Tu dis, moi, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai brevet de secourisme à faire. Hein. C'est ça. J'aime pas attendre sans que je sache... Ah, déjà, t'avais, oui, bien sûr. En plus, tu savais pas. En plus, tu parlais pas. Non, mais attends, c'est justifié. Bon, là, quand t'arrives devant, t'as compris. Suivais. Oui, exactement. Et je vois qu'il y a une espèce de jury. Ils m'ont demandé juste de marcher, de faire 3 allers-retours. Et puis basta, je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi ce cirque? Et je suis partie. Et toi, t'avais pas du tout la démarche. Tu marchais pas du tout comme une mannequin. Tu marchais. C'est la mode. Chez nous, il n'y a pas de mode. Ouais. Chez nous, il n'y a pas de mode. Il n'y avait pas de magazine de mode. On n'avait pas de fringues. Tout le monde s'habillait pareil. Oui, mais il y a quelque chose que tu dis là-dessus. J'aurais juste parce que tu dis une chose. Et je ne sais pas si tu l'embellis ou pas. J'ai bien compris qu'à l'époque, faut bien voir ça, c'est qu'il y avait une tenue ou 3 tenues et globalement, ça s'arrête là. En revanche, sur la beauté. La beauté, moi j'ai parfois cette question-là, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau? C'est très subjectif souvent. Les gens qui pourraient dire que ça c'est beau, ça c'est moins beau. Toi, ce que tu dis à ce moment-là, c'est que tu n'as pas encore appréhendé cette beauté. Tu n'as pas dans la tienne, c'est-à-dire que dans la rue de Prague, à l'époque, quand tu as 18 ans,
Les gens te regardent pas plus que ça? Non. Ça se passe vraiment comme ça? Non, vraiment. D'accord. Donc c'était un monde un peu différent dans ces cas-là. Donc c'est-à-dire que la beauté, les gens ne regardaient pas? Ou sinon, je ne me suis pas rendu compte. Mais... Ah bah oui, bien sûr. non, mais c'est que la beauté, c'est pas quelque chose qui est valorisé à ce point. À ce moment-là? C'est pas comme en France. C'est pas... Ou dans quand même 99% du monde. Hein. Non, mais moi, oui, mais je... Ça a changé aussi, peut-être. Ça a changé énormément, d'ailleurs. Mais ou peut-être que c'est mon foyer familial. Ou... Alors, ça, c'est sûr que tu n'étais pas belle, là-bas. En tout cas, l'image qu'il te donnait, non, c'est que c'était pas un truc à mettre importance dessus. Ouais. Important, c'était de réussir les études, d'être vraiment forte. C'est ce qu'il m'a dit, mon père. Mais en même temps, je me souviens, j'avais mon premier ami avec qui je suis sortie et je comprends. Après, il m'a dit, tu es la plus belle de la classe, ou si jamais on se promène, parce qu'il était très beau aussi. Donc, du coup, les gens... Oui, c'était un beau couple. Donc là, tu comprenais quelque chose. Je comprends et je vois ma mère. Je vois ma mère que c'était un canon de beauté et qu'elle s'apprête, elle est vraiment canon. Donc, je sais qu'elle est belle et je comprends ce que ça veut dire, mais il y a un décalage avec les pays d'Occident, comment ils perçoivent la beauté, et chez nous. Nous, c'était beaucoup plus... C'est différent de culture, tu dis. Oui, exactement. Chez nous, c'était beaucoup plus rustique. Hein. Donc toi, en plus de ça, et on a redit, hein, je pense que c'est... Il n'y a pas de glamour aussi, c'est lié. Il n'y a pas de... On est en 90, on est dans ces années juste vous avez des créateurs de mode, vous avez des maquillages, vous avez des journaux. Nous, on n'avait pas. Donc, la beauté n'est pas au même piédestal que chez vous. Voilà. Donc, il te propose ça. Tu es en 3e année de médecine. Tu es dans la voie royale pour ce que tu imagines faire et ce que tu imagines devenir. Tu parles pas français, tu parles pas anglais. Qu'est-ce qui fait que je te retrouve dans cet avion pour Paris? À quel moment, dans ta tête, c'est pour être encore plus loin de ton père? C'est pour l'argent? C'est quoi? Très bizarrement, parce que moi j'ai dit non, j'y vais pas. Et c'est lui qui te pousse? Et vient mon père, et il prend la voiture, il vient de Slovaquie, donc ça lui prend je sais pas combien d'heures. Et c'est marrant, parce que j'aurais juste parié, c'est que ce serait lui qui va me dire non. Et c'est lui qui me dit oui. Comment tu l'expliques ça? Je ne sais pas. Mais avec un peu de recul, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi, d'après toi? Il adore la France, mon père. Vraiment, c'est son rêve. Il a essayé d'apprendre le français depuis que je le connais. Ils sont venus avec ma mère 2 fois en France. Ils étaient obligés de nous laisser dans le pays, car si jamais une famille part avec les enfants, c'est qu'ils vont rester. Donc, ils ont dit non. Donc, ils nous ont laissés là-bas, comme ça, il y a... Ils étaient sûrs de revenir. Oui, ils sont sûrs de revenir. Mais mes parents, ils étaient... Fans de la France. Fans, mais à tel point que je pense que c'est ça aussi pourquoi il a dit vas-y. Et il m'a dit, vas-y, va voir la Tour Eiffel. Ok. Donc, j'ai dit, ok, j'y vais. On y va. Donc, tu arrives là, tu arrives ici, tu n'as toujours pas plus d'argent que quand tu étais à Prague. Rien. Tu te retrouves là aussi. Mais j'avais vraiment rien, parce que mon père, il a pris un taxi derrière et il avait, je pense, 3 sous à me donner, mais vraiment genre ridicule, mais en moi, un truc. Et il est arrivé trop tard. Donc j'avais vraiment zéro. J'avais rien. On se retrouve dans ces années-là où tu es avec tes colocatrices et puis la célèbre Elena, qui est ta copine, ta colocatrice, qui, elle, te comprend. Donc tu arrives à lui parler, contrairement aux autres filles, et tu as tellement peu d'argent. Et pour les gens qui aiment bien le Nutella, toi, ça reste ce qui te permet de tenir quelques jours. Voilà, avec, parce qu'elle avait 3 sous, et moi je dis, j'ai rien, mais on va manger quoi, au secours? Et il m'a dit, non, mais on va s'acheter Nutella, et on va tenir longtemps avec ça. Et c'était le cas. À quel moment tu te dis, est-ce qu'il y a un moment tu te dis, c'est trop dur? Non, je rentre en République tchèque. Jamais. Parce que ce que j'ai vécu avant, c'était tellement... Plus dur. Tellement plus dur. Donc, pour moi, le moment où je pars en France, je suis en France, mais je suis en France. Tu sais que tu allais rester. C'était une aventure, mais inattendue. Parce que j'ai décrit dans mon livre, je voulais tellement qu'il y ait un truc qui se passe, mon Dieu. Je voulais tellement... Je ne pouvais pas décrire ni imaginer quoi, mais là, je me dis, waouh, il y a un truc de fou qui m'arrive. Mais non, tout était bon. Donc, ton premier gros contrat, c'est pour le catalogue des 3 Suisses, c'est ça? Tu vas aux Bahamas, des gens que c'est plutôt sympa, ça. Hein? C'est dingo, ça. Et tu gagnes, dans un photoshoot,
autant ce que gagne ta maman sur une année entière. Donc, ta relation en étant de médecin, ma mère. En étant médecin, tout en haut quand même de la... Comment la relation à l'argent, tu l'appréhendes à ce moment-là? Tu vois que sur un travail, ça reste un travail, je pense que tu l'as souvent mis en avant, certainement différent de ta maman, mais c'est ton travail, tu dis en une journée, aux Bahamas, je gagne autant. À ce partir, tu dis là, comment tu vois à ce moment-là? Tu dis juste, évidemment, que tu as de la chance d'être à un autre endroit, mais comment tu le vis ce moment? Parce qu'à l'époque, bon, je suis pas un enfant, mais j'ai 20 ans, donc je me dis, là j'étais en train de comprendre comment ça marche le monde. Et qu'il y a une inégalité, que c'est des règles de la société et que c'est pas les mêmes règles qu'on a nous dans notre pays. Parce que chez nous, on avait entre le médecin et un travailleur, il n'y avait pas énormément d'écart de salaire. Et là, je découvre un autre truc, donc j'ai compris que voilà, ça marche autrement. Au début, je me suis dit non, c'est une blague, ils se sont trompés et ils vont me vendre, ils vont me kidnapper, c'est un truc pas possible. Pourquoi ton argent? Ouais. Donc là, c'est ces années 90, et là, on te voit de plus en plus, tu es de plus en plus demandé, tu travailles pour l'agence Élite, c'est ça et donc tu te retrouves à droite à gauche, en particulier tu commences à faire des défilés, tu prends beaucoup de photos. Comment tu as vécu cette période où là, tout s'ouvre pour toi en fait? Tout commence à s'ouvrir, un monde que tu connais peu, mais qui s'ouvre. Tu le vis avec une appréhension que ça peut s'arrêter tout de suite. Parfois, c'est le cas. Hein. Les sportifs, souvent, ils ont la crainte absolue que demain, ils vont se blesser ou vont plus être appréciés. Toi, tu as cette crainte-là ou tu vis en profitant, en disant juste... C'est une crainte qui est justifiée. Pour les sportifs et pour les mannequins aussi. Moi, ils m'ont dit à l'époque, des copines, on se disait, de toute façon, il faut faire maintenant parce qu'à 26 ans, c'est terminé. 26, c'est ça? C'est l'âge-là? Waouh. Et c'était vrai. Ouais. Donc, je me suis dit, cool, j'ai interrompu mes... Ouais. Il faut faire en 5 ans, quoi. Hein. J'ai interrompu mes études 2 fois pour 2 ans. Parce que je me suis dit, si on a un plan B, c'est mieux. Et après, je me suis dit, je vais kiffer. Mais en revanche, je vais faire maximum. Parce que il y avait des filles qui faisaient... mannequinat un peu, ou de temps en temps. Moi, je voulais faire vraiment plein pot. Parce que pour moi, je fais ça, et donc, dans sinon, ta tête, je ne vois pas pourquoi je serais là. Donc, dans ta tête, c'était vraiment, je mets ça dans le compte en banque, dans le compte en banque, dans le compte en banque. Non, c'est pas l'histoire d'argent. Non, pas du tout. Aussi, l'histoire d'argent, mais aussi de profiter de ce monde, ce univers que je découvre. Ouais. C'est vraiment tout, parce que je découvre un autre monde que moi, je viens d'un pays de l'Est. C'est vraiment une autre planète. Donc, je profite, je kiffe, je découvre, j'apprends. J'apprends aussi, je capte l'univers de la mode, que je connais rien dedans. Et je fais mon petit chemin, et pour moi, c'est une aventure, mais aventure tellement agréable. Et en parallèle, je fais mon aventure à moi personnelle. Ouais. Parce que j'ai besoin de savoir qui je suis. Est-ce que tout est foutu? Est-ce que je peux exister juste moi? Est-ce que ça peut tenir la route? Donc c'est un mélange de tout. Et je me suis dit, ça s'arrête demain, mais il faut... Je vais kiffer et je vais faire le maximum. Ouais. Après, dans la beauté, dans le monde de la beauté, il y a une place pour la chance, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, on ne peut pas travailler. Si toi, tu veux être un bon entrepreneur, tu peux devenir, mais devenir plus belle, c'est compliqué. Soit on l'a, soit on n'a pas, soit ça plaît, soit ça ne plaît pas, soit on arrive à l'exploiter ou pas. Donc, je me suis dit, je vais essayer de toutes mes forces et on verra ce que ça donne. En parlant de beauté, là, tu commences à l'appréhender. Moi, ça m'intéresse toujours, cette question de la beauté. De nouveau, mettons de côté la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur quelqu'un qui trouve que c'est joli ou pas joli. Là, tu te retrouves, toi, à voir dans les yeux des autres quelque chose que tu n'as pas forcément vu plus jeune. Comment tu l'appréhendes, cette beauté et cette relation à l'autre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec les hommes en particulier. C'est marrant parce que jamais de ma vie, j'avais aucune difficulté dans les relations avec les hommes. Car sur ce point, bizarrement, peut-être parce que je manquais d'amour quand j'étais enfant, sur ce plan, il me le faut. Ouais. Voilà.
Je veux que ça. Je m'en fous ce qu'il fait le mec, ou où il travaille, ou est-ce qu'il est riche ou pas. Je m'en fous, mais alors complètement, tu peux demander à tous mes ex, ils vont te le dire. Non mais vraiment, parce que ça, il n'y en a pas ils autant me que ça font. quand même. Non, il y a très peu. Il y a 2. Non, c'est pas... Moi, je les connais déjà, alors mince alors. Non, c'est pas... Mais c'est marrant, parce que j'aurais pu... T'avais tellement besoin d'amour. Bah, c'est parce que là où je pourrais le prendre, je pourrais vraiment... J'ai besoin d'être noyée dans l'amour, moi. C'est personnel, mais il me le faut. Et je veux pas autre chose. Je veux pas autre chose parce que cette autre chose va pas me satisfaire. C'est comme ça, c'est un choix. Et donc, rapidement, le regard des hommes... Et du coup, c'était franchement... C'était jamais compliqué. C'était jamais compliqué. Non. Et puis, je suis gentille. Ouais. Donc, je suis pas une peste, moi. Donc, ça se passe bien. Et le regard des femmes? Et ça, c'est autre chose. Ah. C'est pas forcément le regard des femmes, mais c'est la relation d'autres qu'amoureuses. Parce que dans les relations amoureuses, c'est direct. J'ai ce que je veux. Ouais. Mais dans les relations amicales, j'avais du mal. D'ailleurs, je parlais de ça il n'y a pas longtemps. J'ai du mal à comprendre comment quelqu'un pouvait avoir envie d'être ami avec moi. Je savais pas. Je comprenais pas ce que je peux offrir. Alors on revient sur l'histoire de ton papa, hein, tellement il t'a abîmé. Ouais, mais probablement. Mais la vie est tellement bien faite. C'est qu'aujourd'hui, non, c'est fou. Ouais. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis. Ouais. Et tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'elle recherche en toi? Toi? Je pense que c'est que moi, on kiffe. C'est tout. C'est donnant, on kiffe. Et je savais pas à l'époque. J'apprends, c'est tellement bon. Jalousie féminine, tu l'as souvent reçue aussi? La jalousie féminine, la jalousie d'autres femmes qui disent oh là là. Ça arrive. Ça m'est arrivé. Bah oui. Oui, mais bon. Souvent. Pause vérité. Qu'est-ce qu'une pause vérité? Je vais commencer par donner quelques clichés sur le milieu de la mode, des mannequins. Tu vas me répondre par vrai ou faux. Des gens comme moi qui ne s'y connaissent pas beaucoup, les gens qui nous écoutent parfois. Sans développer, juste vrai ou faux. Okay. Comme tu as envie de développer, tu me dis pourquoi. Les mannequins ont une grande discipline de fer pour conserver leur physique et leur forme. Non. Ok. Il faut être compétitive pour réussir dans ce monde-là. Non. Donc il n'y a pas une vraie... J'avais aucune ambition. Bah, ambition de vraiment très petite, mais j'ai jamais frappé, j'ai jamais gratté à la porte de personne. J'aurais peut-être dû, mais c'était juste... je voulais juste exister un tout petit peu, mais j'avais pas une énorme ambition. On ne peut pas au début. On ne peut pas être mannequin après 30 ans. Alors, je voulais mettre après 30 ans, mais là, j'ai compris après 26 ans. C'est quand même extrêmement rare. C'est faux. Il y en a... Mais c'est devenu maintenant une possibilité. Avant, c'était quand même un peu plus compliqué. C'était compliqué, oui. N'importe qui peut devenir mannequin du moment qu'elle est belle. C'est quoi d'être belle? Alors, ça a changé, ça, non? Non. La beauté est différente. La beauté est subjective, mais la beauté est aussi quelque chose qui est vivant. Et vous pouvez avoir une très très belle femme qui ont une beauté assez froide, qui touche personne, mais ils peuvent toujours travailler, c'est toujours bien. Et une femme qui est peut-être moins jolie, mais qu'elle vous touche à travers de papier glacé. Et c'est là, c'est... Il y a des émotions, il y a quelque chose qui se passe. Donc, les deux marchent. Et la beauté, question là aussi, est-ce que toi, par exemple, tu as vu des mannequins ou toi-même, tu dis, je suis mieux soit en vrai, soit en photo, soit en vidéo. Oui. Ça arrive d'être bon sur les trois ou d'être... Après, c'est vrai que ça existe une beauté qui est photogénique. Ouais. Plus que vidéogénique. Évidemment. C'est comme les gens vous disent souvent, ah, tu es mieux en vrai quand... Ils te disent souvent ça. Souvent ça. C'est très sympa. Ah, ils te disent que tu es mieux en vrai que sur la photo. Oui. Mais c'est mieux ça. Sur la photo, je me démerde quand même bien, donc ça va. Là, tu dis... Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être deux côtés. Mais c'est hallucinant parce que tu vois les filles que tu remarques pas dans la rue, tu le mets devant les objectifs, elles se transforment. C'est de la folie. Après, c'est démaquillé, la meuf, elle part, on la voit plus. Je la vois plus. C'est fou. Et donc, pour continuer cette pause vérité, quelques questions rapides pour en savoir plus sur toi, tes préférences. Il n'y a pas vraiment de joker, donc attention. Ton photographe préféré, ton photographe de mode. Moi, j'adore Helmut Newton. Ouais, tu prends... Patrick Desmarchelier aussi. Tu as shooté avec tout cela. Hein. Helmut Newton, non, parce que j'ai refusé un truc avec lui et je regrette jusqu'à aujourd'hui.
Et Peter Lindbergh. J'aime bien cette atmosphère de noir et blanc qui a une espèce de vérité dedans, quelque chose de très cash. Et qui n'est pas mode, c'est juste, je pense qu'ils ont capté la beauté de la femme assez bien. T'es noir et blanc, t'es en noir et blanc sur la couverture de ton livre. Ah oui, aussi. Ton créateur préféré? Thierry Mugler, peut-être. Ouais, j'ai vraiment une affection. Pour ce qui était ces shows aussi, ce moment. C'est le premier des grands qui m'a vu. Qui m'a vu et qui m'a choisi. Qui t'a choisi pour venir sur et aussi parce que il avait ses rêves, il avait ses rêves de... Un génie créatif. Des femmes qui devenues plus des créatures. Ouais, c'est ça, c'était des créatures, lui, qui aimait. C'était magique. Le mannequin des années 90 que tu admirais le plus? J'ai adoré Linda Evangelista parce qu'elle avait mille visages. Elle était intrigante et très, très sensuelle et très femme puissante, en tout cas ce qu'elle dégageait. Et elle n'avait pas une beauté classique. Et j'ai adoré ça, mais après j'ai aimé beaucoup Christy Turlington. J'ai adoré, elle avait une beauté tellement angélique. Et même Claudia, elle est... Ah oui, oui, même Claudia, elle était belle. Non, mais même, je ne veux pas dire ça, parce qu'elle était vraiment classique. Mais dans les plus puissantes, les visages qui m'ont marqué, c'est probablement Linda, oui. Qui avait, elle, pour le coup, les cheveux courts. Donc toi qui as eu du mal à avoir des cheveux courts dans ton existence. J'ai pas du mal. Ça t'allait pas, ce que tu disais? Je sais pas que j'ai du mal, c'est ce que je préfère. Ouais, tu préfères les cheveux. Là, ils sont plus courts, t'as vu? Ouais. Mais Linda Evangelista, pour ceux qui ne se souviennent pas, elle avait les cheveux vraiment... C'était la première qui a les coupé. Cheveux vraiment courts. Elle avait les cheveux longs. Et elle était un peu quelconque. Et d'un coup, elle coupe ses cheveux. Sa vie change. On est sur ces fins des années 90. Il se passe quelque chose qui va changer ta trajectoire, ou qui va changer un peu ta trajectoire. C'est Wonderbra. Ah oui. Bah oui. Il se passe comme quelque chose là. tu rencontres Wonderbra, tu es sélectionné. La sélection est compliquée. Tu veux absolument gagner cette compétition. Oui, c'est un concours. Ce concours. Non, c'est en fait quand Wonderbra cherche une fille, c'est qu'il y a 10 000 filles. Ouais. Mon agence m'a pas dit au début parce qu'il y a vraiment 10 000 filles, donc c'est pas la peine. Et après, la sélection devient plus en plus restreinte. Et à la fin, il reste 10 filles. Et moi, je suis à New York, je me souviens. Et mon agent, il m'a dit, ouais, il y a un truc, mais on va pas le signer. Je dis, pourquoi tu m'en parles? Parce que je te demande quand même. Parce que c'est Wonderbra. Je dis, mais pourquoi on va pas signer? Il m'a dit, parce que t'es brune. T'avais les cheveux à ce moment-là? À ce moment, j'avais les cheveux noirs, corbeaux, que j'ai colorés parce que je suis blonde. Ouais. Mais à cette époque-là, c'était la période grunge. J'ai coloré mes cheveux en noir. Je suis à New York, voilà. Mais j'aime tellement cette pub parce qu'avant moi, c'était Eva Eltzigova qui l'a fait. Et je trouve cette pub tellement, je parle pour l'époque, assumée. Pour une fois, une femme, elle dit, oui, regardez mon décolleté. Ouais. Kiffez-le si vous voulez. Je suis une femme. Ouais. Mais ça, il donne une vie. Et aussi, c'est un objet de plaisir. Ouais. Assumé, complètement assumé. Ça, parce que je trouvais ça vraiment... Pour une fois, même si on peut imaginer, mais non, le discours est différent. Pour une fois, je trouvais cette femme qui dit cette phrase, qu'elle était en place et qu'elle assume. Le slogan, il a dit aussi I don't cook, who cares. Mais c'est un double... Tu vois, c'est pas le premier degré. Ouais. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, putain, ça, c'est pour moi, ça. Mais j'étais brune. Il voulait une blonde, absolument. C'est ça. Et en plus, la période de grunge, j'avais pas de sein. C'est mes seins. Hein. Tu les as pas refait, c'est ça que tu veux dire? Non, je sais pas, c'est même vrai. Ça. D'ailleurs, il a fallu signer un truc pour pas le droit. C'était vrai. Ouais, c'est que tu devrais signer. Mais j'étais vraiment très très mince. C'était la période de grunge, donc tout le monde était hyper maigre à l'époque. Mais j'ai pris l'avion. Je suis partie voir mon copain Christophe Robin, coloriste, qui m'a fait une teinture en blanc en 2 jours. C'est chaud, hein. C'est chaud, parce que le premier jour, j'étais orange, et après, il a fallu... Bon, bref, et c'était un casting qui était vidéo casting, donc il a fallu vraiment se montrer avec un soutif en vidéo.
que j'ai acheté moi un soutif Chantal Thomas. Tu l'as encore? Toujours. Avec ton maillot de bain. C'est avec ton maillot de bain, c'est ça? Avec les points blancs magnifiques. Et là, tu as une paire de chaussettes. Sauf que, ne dis pas, pourquoi tu... J'adore cette histoire. J'adore cette histoire. Et donc, je me regarde dans le miroir et je me dis, non, mais je vends quoi, là? Est-ce que je fais rêver? Je me suis dit, non, mais... Je me suis dit, je fais pas assez rêver, c'est pas possible. Donc, j'ai mis mes chaussettes, effectivement, dans mon soutif. Ça, c'était magnifique. Mais pourquoi t'as pas acheté un Wonderbra? Parce que ça aurait déjà... Mais allô? Oui, tu as raison. Déjà. Mais j'arrive avec un Wonderbra pour un truc de Wonderbra. Moi, j'aurais trouvé ça pas mal. Non, mais en tout cas, t'as bien fait de pas le faire parce que t'as gagné. J'étais trop honnête. T'as gagné. Nina, toi, si demain elle était scoutée comme toi, tu lui dirais, vas-y, ma chérie, fais-le. Tu dirais, attention, moi j'ai tout un tas de points, il faudra que tu fasses attention. Être mannequin, est-ce que toi, ce serait un endroit où tu aimerais qu'elle aille? Ma fille, ce qu'elle décide, je veux dire oui. Tu diras non, oui. Franchement, elle va bien décider déjà, mais parce que c'est ma fille. Non, parce que je pense qu'on ne peut pas briser les rêves de son enfant. Elle a un rêve aujourd'hui à 6 ans? Elle va être fée. Une fée parce que moi, pas mal, ça comme métier. Hein. Ouais, parce qu'elle m'a dit, maman, tu es une fée. Tu as sûrement des ailes qui sont cachées dans ton dos. Ils sont dedans. Tu les sors de temps en temps. Et non, c'est que j'aimerais vraiment... Ça serait un rêve pour moi de voir ma fille de faire quelque chose qui lui plaît dans la vie. C'est magnifique. Donc, si jamais elle choisit cela, je dis, vas-y, ma fille, n'oublions pas que je prendrai un appartement à côté d'elle jusqu'à ses 60 ans. 40 ans, et voilà. De toute façon, c'est prévu. Je pense que son partenaire va beaucoup t'apprécier parce que je pense que tu vas être beaucoup là. On continue, on a des pauses amicales ici. Il y a des gens qui t'aiment beaucoup, qui nous ont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait poser une question à Adriana? Donc, on va écouter notre première pause amicale. Tout de suite, Romuald. Alors, j'ai une question pour Adriana, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si tu vas réaliser ou pas mon rêve de monter sur scène au théâtre. Est-ce que ça va se faire? C'est grave. Je lui dis, on en a parlé aujourd'hui, c'est jamais de la vie. Pourquoi ça? T'as raison, pourquoi pas? Non, parce que t'as fait beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. C'est quelque chose qui... Tu vois, souvent, j'y vais... Les choses qui me font peur m'attirent. Faut dire. Parce que les autres qui te font pas peur, ils sont ennuyantes. Les choses, oui, ennuyantes. Ouais. Donc, mais j'ai réfléchi dessus. Parce que je pense que si jamais je considère, il faut que ça soit un vraiment très bon projet. J'ai pas le droit de me louper. Parce qu'on dit que tu as fait pas mal de choses, mais en effet, je t'ai retrouvé, après ces années de mannequinat, aussi bien faire du cinéma, tu as eu des rôles, on t'a vu passer, tu as fait évidemment de la télévision, on va revenir dans quelques moments. Est-ce que parfois, justement, quand tu as eu ces positions-là, tu as senti à nouveau, ou à nouveau pas du tout, une certaine jalousie toujours, ou pas attends, du tout? Il me connaît par cœur, Romuald. Il me propose un truc et je dis jamais. Toujours, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois? Toujours. Et après, je lui dis, OK, donc c'est quoi les dates? Donc là, tu prends un peu de temps. Il faut une petite maturité. Je vais réfléchir dessus. Parce que il a un projet pour toi déjà? Il a un projet? Oui, un projet, mais ça m'a été proposé il y a très très longtemps. Après, j'ai commencé un tout petit peu à faire la télé, la fiction que j'ai kiffé. Ouais. Et j'avais une préférence pour la fiction, parce que le théâtre, c'est quand même très flippant, je trouve. Tous les jours, devant... C'est pas tous les jours, mais c'est live. Et moi, je suis étrangère. Donc moi, je n'ai pas un réflexe de... Je sais pas, c'est peut-être ça qui me bloque. Ouais. Tu penses que si tu le faisais en slovaque? Ça serait encore pire, parce que j'ai oublié de parler slovaque maintenant. D'accord. Donc non, je crois pas que ce soit... C'est juste un stress. Nous, on a souvent eu ici... Je trouve aussi que cinéma ou fiction, on peut être un tout petit peu plus subtil qu'au théâtre. C'est quelque chose que j'arrive pas encore... Le kiff du théâtre. Nous, on a eu ici Yvan Attal, FX de Maison, on a Stéphane De Groot qui était là à ta place, qui sont des acteurs que moi j'aime beaucoup, des comédiens incroyables. Et c'est vrai qu'ils te disent quand même que tu as une sorte de stress absolu tous les soirs. Et que tous les soirs, tu dois... Mais ils le refont, hein. Ils retournent, il y a aussi le plaisir derrière. Un plaisir incredible. Voilà, du live, justement, d'avoir la personne en face de toi. C'est pas la même chose pas dans le cinéma. Parce que le plaisir, la récompense, on l'a tout de suite. Est-ce que tu as eu au début de ces années-là, les gens te sous-estimaient parce que des choses que tu détestes, d'ailleurs quand les gens disent c'est une jolie fille, en fait, tout ce que tu détestes, c'est en fait que tu n'as pas besoin d'assumer le fait que tu puisses être intelligente. C'est parce que tu es jolie que tu ne peux être ou ne pas être intelligente. Mais est-ce que tu as eu souvent ces remarques
quand t'as pris ces places-là, parce que tu t'arrivais, parce que c'était Adriana, t'as dû te combattre un peu, t'as dû ou peu. Franchement, j'avais beaucoup de chance parce que les gens m'ont proposé des trucs, des défis, des challenges différents. Et je me suis dit, puisque ils viennent me chercher, c'est qu'il y a un truc. Oui. Donc, je peux. Non, mais c'est que je peux vous donner ce que je peux. Mais je ne suis pas du tout qualifiée ni rien. Je ne suis pas formée ni rien. Donc, mais c'est toujours flippant de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ouais. Et c'est frustrant aussi, mais maintenant je prends autrement. Puisqu'ils viennent me chercher s'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc. Et c'est un jeu pour moi, mais je suis très professionnelle dessus. Et je fais toujours de mon mieux. Tu fais ton max. Et je suis toujours gagnante parce que je pense qu'on est perdant seulement quand on dit non, d'office. Donc là, c'est bon pour Romuald. Donc, peut-être que tu es Romuald, peut-être qu'elle le fera. Un moment important aussi, tu en as parlé, important, j'ai envie aussi d'en parler parce que ça arrive malheureusement encore trop souvent, ces abus. Là, tu te retrouves un jour pour faire un essai, pour parler d'un projet avec un réalisateur. Et là, il te parle pas longtemps du projet, il passe plutôt du temps à te sauter dessus. Tu t'échappes, tu arrives à t'échapper, tu as cette force-là. Ça, même chose, c'est... Ça, tu l'as évoqué après, fortement ou pas? Tu sais quoi, moi je te promets, comme le mouvement de MeToo est arrivé, et toute cette révélation incroyable, ça ne m'est pas revenu à l'esprit. J'ai oublié, j'ai balayé cette histoire car... T'étais passé à travers, quoi. Non, parce que quelque part, à l'époque, je pensais, bon, ça va, je suis une jolie fille, donc ça, c'est normal que ça m'arrive. Mais c'est fou de penser ça. Et ça m'est revenu cette anecdote et je me suis dit, mais je suis folle de penser ça. C'est pas possible parce que maintenant, imagine, c'est mon enfant Nina qui va arriver quelque part et ça lui arrive, elle doit penser que c'est normal. Mais je pourrais lui arracher la tête aujourd'hui, pardon. Mais si, quand même. Tu l'as revu? Non, je sais même, je connais pas son nom, mais si jamais je le vois, je peux la reconnaître. Bon, il avait quand même réalisé plusieurs films, donc je suis sûr que je peux t'aider à le reconnaître. On peut lui casser la gueule ensemble. Non, mais franchement, c'est exactement pour ça, je me suis dit, tu n'es pas responsable. C'est pas d'être responsable. Responsable. Attends, responsable parce que ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Et tu l'as laissé filer. Tu l'as laissé filer. Donc surtout, le message, c'est que parler, dénoncer, le MeToo ne se termine pas. Surtout, continue à faire ça. Dans les choses où les gens, parfois, t'ont dit, tiens, tu pourrais venir me rejoindre. Il y a quelqu'un que j'aime énormément, qui s'appelle Michel Simès. Et là, je t'ai retrouvé pendant des années à son côté dans une émission que j'ai regardée, que tu as beaucoup aimé parce que c'était un monde que tu aimes beaucoup parce qu'on parlait du corps humain, on parlait justement de la médecine et toi tu t'es retrouvé là, donc c'était un moment assez génial, ça a été des émissions incroyables que tu as eues avec Michel. C'était incroyable parce que non seulement je reviens à mes premières passions, j'ai une formation de 3 ans, lui il est médecin, ça veut dire c'est vraiment encore, je pourrais peut-être pas être crédible dans le monde de la mode au début, mais ici j'ai adoré. J'étais chez moi dès le début. Et aussi, j'ai appris énormément de choses parce que j'ai fait la médecine il y a 30 ans. Mais ma mère est médecin. Et ce qu'on a appris dans cette émission, c'est vraiment des nouveautés. C'est des choses, les derniers cris sur la santé, on a appris des choses qu'à chaque fois on a lu avec Michel le dossier, parce qu'on a toujours un petit dossier, on s'est dit... Waouh, je ne savais pas, je suis sous le cul. C'était dément cette émission. Moi, je me souviens, il y a 3-4 ans, j'avais vu une émission qui était, je crois, en Laponie, vous étiez dans le Nord. Oh, j'étais enceinte en plus. Tu étais enceinte? Ah oui, donc c'était peut-être un peu plus que ça alors, que j'ai vu cette émission. Et donc là, c'est le pouvoir extraordinaire du corps humain. Combien vous avez eu d'émissions? Combien vous en avez faites? Le chiffre, je ne sais pas, mais ça durait 11 ans. Ouais, c'est génial. Justement. C'est hallucinant. Michel, notre ami Michel, voulait faire une pause amicale, il va te poser une question. On écoute Michel Simès. Est-ce que un jour, dans ta carrière, tu as senti que tu vacillais, dans le sens d'une prise de périmètre crânien, de la sensation d'être... vraiment la plus belle femme du monde, d'avoir une notoriété telle que finalement, quand tu étais invité quelque part, c'est parce qu'on te méritait
Et en gros, est-ce que un jour, durant toute ta carrière, tu penses que tu as pris le melon? Je t'embrasse bien fort, bébé. Il dit bébé, hein, quand même. Oui, toujours, toujours. Il m'appelle bébé tout le temps. Mais Michel, tu parles de ta propre expérience, chérie? Non, non, franchement, je me souviens, parce que je me souviens, il est vrai. Je commence à travailler, ça se passe super bien pour moi le premier 2-3 ans. Et je rentre chez moi, chez ma maman, à la maison en Slovaquie. Elle me regarde comme ça. Elle me dit, mais, hey, descends sur Terre tout de suite. Et je suis descendue. Et c'est tout. T'es jamais remonté après? Non. Donc, Non, parce que j'avais tellement honte. Parce que c'est vrai, c'est facile. Ça peut monter. D'un coup, de rien, j'étais jolie. D'un coup... t'as de l'argent? J'ai l'argent. D'un coup, je suis indépendante. D'un coup, il y avait trop d'un coup. Et c'est ma maman qui m'a dit, après, je pense pas que dans le milieu, j'oserais faire la même chose. Mais à la maison, je faisais ma princesse. Ma mère m'a bien descendue. Et cette honte, je vais jamais oublier. Franchement, j'ai commencé à 20 ans. J'avais genre 23 ans. Et j'ai jamais reproduit. Non, je trouve ça... C'est un peu... J'aime pas. Et j'aime pas être cette personne-là. C'est pas que c'est dur, mais il faut gérer aussi la notoriété. C'est là où la notoriété arrive et qu'elle est forte. C'est qu'il faut la gérer. Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut être aimable avec les gens. Car grâce à eux, nous sommes là, grâce à eux qu'on existe. Moi, j'aime les gens. Et j'aime aussi que les gens sont gentils avec moi. Je veux juste être... C'est naturel. Et n'oublions pas, je veux être la bonne personne. Donc. On revient à ce que disait évidemment Starka, ta grand-mère. Dis-moi, si on continue, là tu termines le mannequinat. L'après-carrière mannequinat, justement, toi on t'a dit pendant des années que la vieillesse c'est un peu l'arrêt du mannequinat. Comment tu arrives à gérer justement cet âge, cette évolution dans ce que tu as fait comme programme, ce que tu as fait comme projet, et là où tu es aujourd'hui? Enfin, comment toi tu as réussi justement à gérer, après une carrière qui doit être par définition très courte, toi, tu as réussi à l'étendre. Tu sais quoi, j'ai rien réussi parce que j'ai rien planifié du tout. J'ai pas un plan. Je te promets, j'ai pas un plan de carrière et j'ai jamais eu. Je me suis retrouvée très très souvent à refuser des trucs qui me correspondaient pas, mais je prends aussi plaisir d'ouvrir les portes qui sont jamais été ouvertes avant et où je peux encore, peut-être que c'est un processus, je me suis construit par rapport à des challenges et les défis et des surprises et des trucs que je sais pas faire et que j'apprends tous les jours. Et c'est peut-être, je me suis dit ça récemment, je me suis dit peut-être c'est ça mon travail, c'est peut-être ça. Je fais plein de trucs et j'essaye de le faire bien et c'est chouette. Mais je te promets, c'est comme ça, c'est chaotique. Après je fais un tri. Mais j'ai pas vraiment un plan. Mais tu dis que tu n'as pas de plan, mais tu t'es fait, moi je me l'étais faite, une bucket list, tu sais, une liste des choses. Je fais pas ça. Jamais. Donc là, si je te dis, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, qu'est-ce qui te donne envie de faire, tu te dis, tu n'as jamais fait ou tu aimerais faire, tu sais, à part la pièce de théâtre, il n'y a pas un truc que tu as envie de faire? Tu sais, je fais beaucoup de choses déjà. Je sais. Je fais beaucoup de choses et j'essaye surtout d'harmoniser ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est compliqué parce que j'habite pas ici. Donc déjà ça. Et puis je prends des surprises, je prends des invitations si tu veux et je les considère. Et après je forme mon petit chemin. Là, je retravaille bien depuis 3 ans parce qu'avant je pensais que c'était justement... Fini parce que j'avais plus vraiment envie. J'avais mon enfant. Je me suis dit... Tu veux jardiner, Non, j'ai fait le tricot. Tricot, c'est ça. Crochet. Du crochet. J'adore faire ça, mais pas longtemps. Je me suis dit, tiens, peut-être que je peux essayer autre chose. Donc là, maintenant, j'ai écrit un livre. Peut-être que je vais écrire un autre. C'est des activités que j'ai jamais considérées avant et que je considère aujourd'hui. C'est des jolies surprises pour moi. Et tu as envie de refaire, tu parlais de la fiction tout à l'heure. La fiction, j'ai très envie. Parce que j'ai fait quelques fois et c'est pas mal, mais là, je pense que ça peut être top. C'est le moment, t'es prête. Dans ton livre dont tu parlais, Libre, on lit la phrase suivante, j'ai une obsession. Ça m'intéresse toujours quand les gens lis, j'ai une obsession.
Je veux plaire, attirer l'attention, la considération que je n'ai jamais reçue de mon papa. Tu écris mon père d'ailleurs, excuse-moi. Ce n'est peut-être pas la démarche la plus saine du monde, mais c'est devenu mon premier moteur. Moi, ça m'intéresse toujours, dans les gens que je rencontre ou mes proches, de comprendre c'est quoi leur drive. Qu'est-ce qui a fait? Parce que tu as eu une trajectoire quand même qui... Je reprends Adriana dans ce petit village de Slovaquie, 99 fois, si ce n'est 980 fois sur 1000, elle n'est pas en face de moi aujourd'hui. Donc il y a un moment ou un autre, tu as raison, c'est des moments, des rencontres, mais il y a quand même un drive que tu as eu. Alors quand je te parle, j'ai l'impression que tu n'as pas été très carriériste, mais il n'empêche, ce drive-là, il vient de ce moment-là, qui est un moment terrible pour toi, mais ce moment-là où ton père, en fait, se désintéresse de toi. Là, je te parle même pas physiquement, se désintéresse de toi, et tu veux montrer au monde entier, c'est ce que tu écris très bien à ce moment-là. Et c'est ce drive-là, c'est ça qui t'amène jusqu'à ici? Mais c'est même pas pour lui montrer, je pense. C'est te montrer à toi. Mais c'est pour juste pouvoir exister. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon cas, ça s'appelle un enfant martyr, et ça peut prendre soit un chemin à droite qui est délinquance, carrément, ou sinon résilience. Je pense que ça fait partie. Quand on a des blessures ou des moments très très durs, et ben grâce à cette résilience, c'est ça le drive. C'est la résilience qui t'amène quelque part où tu veux être. Je voulais exister, je voulais être juste, si possible, vivante et surtout heureuse. Si tu écoutes ta voix intérieure aujourd'hui, elle te dit quoi? Hein? Ouais, ta voix intérieure. Qu'elle me dit quoi? Kiff. Oh, kiff. Et le côté, tu t'en es bien sorti? Oui. Ah, je suis carrément même fière de moi. Mais c'est aussi grâce à d'autres personnes qui sont autour de moi, grâce à ma fille beaucoup, grâce à mon âge, grâce à peut-être mon caractère, parce qu'il faut quand même que je me valorise dedans, quelque part, parce que je suis pour quelque chose aussi. Grâce à toutes les expériences et tous les moments que j'ai passés et que c'était pas évident, mais que j'ai gagné beaucoup dessus. Et maintenant, c'est une espèce de accumulation. Je ramasse tout et je fais un... je ramasse tout et c'est maintenant que je déguste le fruit, ouais. Et franchement, c'est top. Mais attends, il y a un truc qui va m'arriver mauvais, là? Non. Je suis superstitieuse, c'est affreux. Mais tu t'en es bien sorti, c'est ce que tu dis, quand même. Oui. Mais franchement, personne m'a donné ça. Je demandé rien à personne non plus, donc ça va. Je pense que les gens, quand ils écoutent ce moment ensemble, ils ont bien compris que t'as pas demandé et que t'as vécu, t'as dû vivre avec. Mais c'est pour ça que ma question préalable sur cette résilience, sur le fait de devoir absolument faire quelque chose et vivre, c'est quand même pas mal par cette énorme fissure et faille que tu as eu quand tu étais plus jeune. On termine, c'est la fin, par une dernière pause amicale. C'est une dernière pause, on l'écoute tout de suite. C'est une amie à toi, Françoise. Adriana, pourquoi ce si fort besoin d'être aimée? Tu vois, c'est la même question. Eh oui. Pourquoi j'ai besoin d'être aimée? Parce que je n'étais pas aimée longtemps. Je n'étais pas aimée par un de mes parents. Et quand on est enfant, c'est la seule chose, je pense, qui peut te blesser profondément. Et c'est pas conscient quand on cherche l'amour, c'est inconscient. Et l'amour me fait du bien. Comme à beaucoup de gens. C'est ça. Ouais. Mais moi, peut-être un peu davantage, parce qu'il me faut vraiment beaucoup. Tu as quand même eu 18 ans. J'étais quand même, il me faut beaucoup, même aujourd'hui. Hein. Mais quand je le garde. Et on termine par ta destination idéale pour faire une pause. L'endroit du monde où t'aimes, tu dis, je suis là, je suis bien. Il faut que ça se voyage? Ça peut être où tu veux. Où t'aimes faire cette pause. Ça peut être dans ton bain si tu veux, mais à ces moments où t'aimes faire la pause, où t'aimes être. Ça peut être un endroit, Marrakech, où tu habites. C'est quoi la pause? Franchement, ma pause, c'est une accumulation de petites pauses. Par exemple, quand je m'endors, parce que je dors avec ma fille. Quand ma fille... C'est qu'à un moment, il faudra arrêter ça. Non, ouais, quand elle va avoir 18 ans. Enfin, 21 ans, comme aux États-Unis. Ou ça. Donc, comme ma fille, parce que ma fille me demande, elle dit à chaque fois, maman, dans les bras. Tu sais, mon bras, il est tétanisé. Elle a 6 ans. Et donc, elle se met là, elle s'endort tout de suite. Hein. Et je vois son visage d'ange. Mais n'oublions pas qu'elle s'endort à 20h. OK? So. Voilà ma donc pause. tu t'endors à... C'est que je m'endors. Et après, ça, c'est ma pause paisible.
Et après, je peux faire encore ma vie le soir et tout, mais je suis dans la chambre. Hein. Et donc, je fais ma vie autour d'elle et tout, mais elle dort et c'est ma pause. C'est vraiment, j'adore ce créneau d'horaire parce que je peux penser, je peux réfléchir, je peux faire, je peux regarder, écouter la musique, bref. Et après aussi, j'aime le moment où je suis peut-être avec quelqu'un ou dans le bras de quelqu'un et je me dis, voilà, j'aimerais pas être nulle part ailleurs. Je reviens être là, je suis bien là. J'adore ce moment. C'est intéressant parce que toi, c'est plutôt la personne avec qui tu es, ta fille, ton amoureux. Oui, tu vois, c'est toujours lié avec l'amour. Plutôt que l'endroit du monde. Oui, complètement. Parce que même avec les hommes ou avec qui j'étais, c'est que si jamais, ça se trouve, on doit vivre à Alaska, je m'en fous complètement. Ouais. Une fois, je suis avec la personne que j'aime. Rien d'autre compte. Une dernière question pour toi. Qui t'aimerait, après qu'on ait passé comme ça du temps tous les deux, qui t'aimerais avoir que j'invite ici à ta place? Est-ce que tu as quelqu'un que tu as en idée? Michel Simès me disait Adriana. Qui tu verrais, toi? Qui t'aimerais avoir? Tu dis, tiens, qui serait sympa d'avoir? Tu pourrais inviter Marc, tu vas te régaler. Marc? Est-ce que je dois connaître Marc? Il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Moi, j'en ai plein dans ma liste des Marc. Hein. On parle de Marc Lavoine ici. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, on va l'inviter. Adriana, j'ai vu que quand on parle de Marc, tu t'es tendue. Tu sais que bientôt tu vas le retrouver et tu vas être dans ses bras. Oui, mais à cause de toi. À cause de moi. Ah, bah oui, c'est ça. Je vais tarder, je vais être en retard. Merci beaucoup, Adriana. S'il y a des gens qui veulent te contacter, soit parce qu'ils ont vécu des choses similaires, soit ils ont des questions pour toi, soit il y a des questions. Est-ce que c'est facile de te contacter? C'est plutôt les réseaux sociaux? Comment ils peuvent te connecter avec toi? Il y a des réseaux sociaux, c'est jouable. Il y en a un plus que d'autres que tu regardes? Instagram peut-être? C'est Instagram seulement. Seulement Instagram. Donc il faut qu'ils aient un peu de chance de t'envoyer un message. Non, mais franchement, je réponds. Génial. Merci beaucoup, Adriana. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.